France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, votre hebdo consacré à l'actualité et à la découverte de ces territoires. Cette semaine, nous revenons sur la crise de l'eau à Mayotte et les manifestations de colère d'une population privée d'eau 2 jours sur 3. Le ministre des Outre-mer s'est rendu sur place. A tout de suite. Face à la pénurie d'eau, les Mahorais ont manifesté leur colère. Le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, s'est rendu sur place sans solution immédiate pour approvisionner en eau toute la population. La fermeture des robinets pourrait même s'intensifier. La propagation des maladies menace. Nathalie Nouzière. De l'eau en bouteille pour les habitants les plus vulnérables. Les distributions se poursuivent, mais sont loin d'être suffisantes. De l'eau traitée dans une unité qui vient d'être installée par la sécurité civile. Le ministre des Outre-mer tente de trouver des solutions à la crise que traverse Mayotte. Depuis le 4 septembre, pour faire face à la sécheresse, l'archipel vit sans eau 2 jours sur 3. Et quand elle coule au robinet, elle n'est pas toujours potable. On ne peut pas laisser de l'eau couler avec qu'il devient blanc. Tu gaspilles des litres et la facture devient trop chère. On est obligé de mettre quelque part, d'évacuer toutes les saletés, le jaune qui vient. Après, on met dans les bidons. Regardez là, ça fait déjà depuis lundi. On a utilisé juste un petit peu, l'eau, il est sale. Ce qui se passe à Mayotte ne se passerait pas 2 jours à Paris sans qu'on ait eu les gilets jaunes dans les ronds-points. Donc heureusement que nous avons ici une résilience sans limite et sans borne et sans fond dans la population qui permet encore de tenir et d'assurer une stabilité. La colère s'est malgré tout exprimée le jour de l'arrivée du ministre. Plusieurs centaines de manifestants ont demandé davantage d'aide de l'État pour toute la population. On doit faire en sorte d'avoir de l'eau potable, survivre chacun dans nos foyers comme on le peut, acheter la purification d'eau, enfin tous des dispositifs pour survivre par rapport à l'eau. Mais l'État ne fait rien pour nous aider par rapport à ça. Face à ce mécontentement, le ministre annonce des mesures. Il y a des travaux d'urgence qui ont été démarrés. Vous voyez, l'État est là, puisque ce sont 35 millions d'euros de travaux que nous aurons achevés avant Noël. C'est vrai que les temps sont très durs, 2 jours sur 3 sans eau. Moi, je comprends l'exaspération des Mahoraises et des Mahorais, mais ça, c'est le fruit de tant d'années où les choses n'ont pas été faites. Et la situation va s'aggraver. Fin octobre, le niveau des retenues qui alimentent Mayotte sera au plus bas. Pour les Mahorais, les jours sans eau au robinet devraient encore s'allonger. La Martinique compte le plus grand nombre de sexagénaires en France. Les plus de 60 ans représentent 33% de la population. Exode massif des jeunes, baisse des naissances, augmentation du vieillissement. L'île perd 1% de sa population en moyenne par an. Les jeunes de moins de 25 ans ne représentent que 31% des habitants. Dans l'actualité, également, le plan de lutte contre le harcèlement scolaire présenté par le gouvernement mercredi. En moyenne, 1 élève sur 10 est touché par ce fléau au primaire et au collège. En Guadeloupe, Thomas, 14 ans, a été une de ces victimes. Il témoigne avec ses parents. Antoine Defive avec Guadeloupe La Première. Un cocon familial rassurant et un dialogue en toutes circonstances. Ah oui, moi je communique beaucoup avec les enfants. C'est ce qui a permis à la famille Nago de tenir le coup ces dernières années. Thomas, 14 ans, était victime de harcèlement scolaire. C'était il y a 4 ans. Ils avaient mis mon carnet de correspondance par-dessus dans le jardin, globalement. Et juste, j'étais là en mode, ça ne me dérange pas. Enfin, je faisais comme si je ne savais pas qui c'était. Si aujourd'hui la famille prend du recul, l'actualité récente ravive les mauvais souvenirs. Pour les parents, tous deux infirmiers, des problèmes structurels influent sur le harcèlement scolaire. Dans l'administration, surtout à l'éducation nationale, il y a trop de hiérarchie, trop d'administratifs en fait. Ça empêche de saisir la réalité. Ça empêche de saisir la réalité, c'est exactement ça, tout simplement. Se pose aussi la question de l'insularité et du manque de moyens sur une île qui abrite à peine 10 000 habitants. La réalité sur Marie-Galante, c'est qu'il y a une infirmière scolaire pour tous les collèges et le lycée. Et une autre infirmière scolaire pour les maternelles et les primaires. Voilà, il y en a 2 en fait. La Guadeloupe connaît une augmentation alarmante du harcèlement scolaire.
Plus de 200 cas ont été signalés au cours de la dernière année. En politique, un indépendantiste calédonien fait son entrée au Sénat. C'est une première historique. Robert Wowi est l'un des 2 nouveaux sénateurs élus par les grands électeurs de la Nouvelle-Calédonie. L'autre sénateur est le non-indépendantiste Georges Naturel. Grande perdante de ce scrutin, en revanche, la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Baquès, la chef de file des loyalistes, a présenté sa démission au président de la République. Notre dossier s'intéresse au 2e sommet des États-Unis et du Forum des îles du Pacifique organisé par Joe Biden à Washington. De nombreux dirigeants des pays et territoires du Pacifique étaient invités, parmi eux les présidents des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le président américain veut réaffirmer la présence des États-Unis dans le Pacifique sur fond de tensions avec la Chine. Antoine Defive. Les dirigeants de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie à la table de Joe Biden, le président des États-Unis, veut affirmer la présence américaine dans le Pacifique. Cela passe par de gros investissements. Nous travaillons avec le Congrès pour investir 40 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure dans la région. Ce sommet est aussi l'occasion pour les dirigeants calédoniens et polynésiens, tous 2 indépendantistes, de nouer des liens avec la première puissance mondiale et de formuler leurs doléances sur des sujets comme la pêche, le transport ou encore l'environnement. Ils ont parlé par exemple du doublement des bourses accordées aux étudiants du Pacifique pour venir étudier dans les universités américaines. Il faut qu'on voit dans le détail l'accessibilité à ces bourses pour nos étudiants. Ils ont parlé également de fonds dédiés notamment à la transition énergétique, à la défense contre le changement climatique. Là aussi, il faut qu'on vérifie que le fléchage de ces fonds est accessible à la Polynésie. Même si aujourd'hui la France reste le principal partenaire de ces territoires, sa souveraineté pourrait être mise à mal. La France a adopté ce qu'elle a appelé la 3e voie, mais qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le hedging. Le hedging, ce sont les États insulaires du Pacifique qui préfèrent, quand il le faut, travailler avec les Chinois, en prenant garde évidemment, et travailler avec les États-Unis ou les autres États de l'Indo-Pacifique quand ça les arrange. Fin juillet, Emmanuel Macron était d'ailleurs en visite officielle en Nouvelle-Calédonie, mais aussi au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour alerter face aux nouveaux impérialismes dans l'Océanie. De la farine de cramanioc et des patates douces mélangées à du blé, c'est la recette de la première baguette de pain 100% guyanaise issue d'une agriculture durable. Une bonne idée qui semble avoir séduit les consommateurs rencontrés par Véronique Nison et Thierry Viviès. En apparence, rien ne la distingue d'une baguette ordinaire. Dans le rayon des pains, les consommateurs invités à la déguster sont surpris par son goût plus prononcé. Il y a un petit goût. Ne demandez pas quoi, je ne sais pas. Mais il y a un petit goût qui n'est pas désagréable. Il y a un arrière-goût qui fait qu'on peut le manger même sans beurre ou sans accompagnement. On peut le manger pur. Le manioc, ça ne peut pas être le même goût. Il est meilleur pour moi. Juste à côté, dans le fournil, une centaine de baguettes déjà pétries et façonnées sont arrivées sous les yeux experts du boulanger de la grande surface. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour trouver le bon équilibre pour mélanger les farines de blé, de cramanioc et de patates douces. La recette semble aujourd'hui satisfaire le professionnel. Le produit se tient bien, donc le produit au four devrait donner un bon résultat. L'idée a germé dans la tête de la société Belnati. Elle regroupe des agriculteurs de l'ouest du territoire engagés dans une culture traditionnelle. En apportant son savoir-faire à la fabrication d'un produit de consommation courante, l'entreprise espère faire profiter tout le monde. Et ça permet donc de faire en sorte que la population guyanaise puisse avoir un produit qui nous semble en tout cas sain, un produit donc local et en même temps un produit qui permet donc à des exploitants de pouvoir avoir une production en quantité et augmenter en tout cas leurs revenus. Un questionnaire vient s'ajouter à la dégustation afin de mieux répondre aux avis des consommateurs. Êtes-vous prête à payer un peu plus cher que la baguette de pain normale pour cette baguette? Oui, D'accord.
Son prix, 1,40 € est encore élevé. Mais ses créateurs espèrent susciter l'engouement des consommateurs, ce qui pourrait lancer la production et réduire son coût. Reste à lui trouver un petit nom local. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, nager durant 3 km dans une eau à 15 degrés. 6 bons nageurs ont tenté de relever ce défi proposé par une association qui promeut la natation en milieu naturel. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le reportage de Calypso Vanier. Une eau à 15 degrés, pas de quoi effrayer Éric Boissier. L'ingénieur a habité 23 ans en Arctique avec sa famille et cet été encore, il plongeait au Groenland. De longer le littoral d'une île comme ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ça permet de voir tous les versants de l'île, en plus en groupe, dans une bonne humeur. C'est impeccable pour commencer une belle journée de dimanche. Un souci, Émeric, le code, quelqu'un qui a une difficulté, une crampe, besoin de quelque chose, le signal c'est ça, on tape sur l'eau. Okay. Après quelques consignes de sécurité, c'est l'heure pour nos 6 nageurs de se mettre à l'eau depuis la pointe de l'île aux Vainqueurs. Et bien sûr, c'est l'énergique Denise Telechea, la présidente de l'association Nemo, qui s'élance en premier. Pour plus de sécurité, un bateau et 2 kayakistes veillent sur les participants. La majorité des nageurs sont confirmés, mis à part Hélène Benoît. Pour l'infirmière, c'est seulement sa 2e sortie en mer avec des palmes et un tuba. Avec le courant et la houle, je me suis vite fatiguée. Voilà. Les 5 nageurs, eux, continuent et ne lâchent rien, malgré un contre-courant qui les immobilise quasiment en fin de parcours. À 2 doigts d'avoir une crampe, 2 participantes abandonnent et in fine, à l'arrivée, 3 nageurs mettent pied à terre. On a eu un gros contre-courant, on a eu un passage difficile où on faisait du surplace. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. En tout, je crois qu'on a dû mettre 1h30. Au total, les nageurs auront parcouru environ 3 km. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et lapremière.fr. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.